Alors j'ai une autre question qui porte cette fois sur un aspect plus musical. Il y a différents types de textures. Les plus célèbres sont ces textures de spectre qui s'étirent dans les cycles acoustiques, mais dans les espaces acoustiques. Mais il y a aussi des textures plus polyphoniques. Et à propos de ces textures, Griset écrivait que il souhaitait faire un véritable contrepoint spectral, ou du moins une polyphonie spectrale. Je ne sais pas s'il a utilisé le mot contrepoint. Ce qui n'est pas ce qu'il y a de plus facile, parce que c'est quand même le déploiement du spectre initialement lié à un certain type de texture en accord. Et là, le fait d'en faire une polyphonie, forcément, ça peut être beaucoup plus difficile à réussir techniquement sur le plan de l'écriture et à mettre en valeur. Alors pour vous, en tant que chef, dans ces passages-là, quels sont pour vous les enjeux ? Vous avez tout à fait raison de dire que c'est très difficile à réussir. Et ces polyphonies, c'est des polyphonies de phrases comme ça, ou qui ont une logique spectrale chacune, mais qui ne sont pas entendues comme des spectres. Bien sûr, c'est vraiment entendu comme des petites polyphonies, des choses qui s'enchevêtrent comme ça. Et ça demande beaucoup de précision. Beaucoup de précision, et généralement ces polyphonies, elles sont pas écrites de manière rythmique traditionnellement, elles sont écrites en écriture proportionnelle. Là, il faut vraiment s'assurer que tous les musiciens ont parfaitement compris le système de la notation proportionnelle. Ça, c'est la première chose. Et la notation proportionnelle, en réalité, c'est très simple. Il faut imaginer que vous avez vous savez, comme les pianos mécaniques autrefois, avec des cartons perforés. Ben, vous imaginez que le carton va toujours à la même vitesse et que chaque fois qu'il y a un trou, ben, il y a une note qui est jouée. Et c'est la même chose. L'œil, sauf que la lecture du carton, en fait, c'est l'œil qui se déplace sur la partie instrumentale à vitesse constante. Et chaque fois que l'œil rencontre une note, l'instrumentiste joue cette note. C'est ça l'idée. Donc il y a cette sorte de lecture en continu comme ça, pas une lecture pulsée comme dans notre notation rythmique habituelle, puisque dans la notation rythmique habituelle, vous avez des temps, à l'intérieur de ces temps, vous avez demi-soupir pointé, une double croche, ou un triolet, ou je ne sais quoi, enfin vous habitez ce temps, mais ce temps est très délimité. Là, vraiment, les temps sont des points de repère, tout simplement, mais n'ont pas de valeur de pulsation. C'est pas une musique pulsée, bien qu'il y ait des choses qui soient très, des grandes pulsations qui soient qui sont plus, on pourrait dire plus lentes, plus expansives qu'une pure rythmicité traditionnelle. Finalement, on est dans un système où le temps s'écoule de manière continue, comme ça. Et donc il faut que les instrumentistes absolument soient aussi précis avec cette notation qu'ils le seraient avec une notation rythmique qui leur est beaucoup plus familière. Alors ça, au début, en général, ça prend un petit peu de temps déjà. Ensuite, il y a le système, les quarts de ton, ça, il faut que ce soit absolument juste, bien sûr. Et lorsque vous avez ces deux paramètres, les hauteurs et les durées, qui sont parfaitement comprises dans la lecture proportionnelle, à ce moment-là, il vous reste les dynamiques. Et les dynamiques sont une partie extrêmement importante à réussir dans cette musique. Et même dans ces mélismes, donc, qui sont faits d'enchevêtrement de lignes mélodiques, ces lignes mélodiques, elles apparaissent, elles disparaissent. Chaque fois. C'est jamais une ligne mélodique qui est jouée avec une autre ligne, comme ça, tout sur le même plan. Jamais, jamais, jamais. Il y a toujours quelque chose qui se passe à l'intérieur de la ligne qui vous amène, qui vous fait mettre en lumière un instrument plutôt qu'un autre, et cet instrument revient dans l'ombre progressivement pendant qu'un autre va venir éclairer. Et ça demande beaucoup de travail. D'ailleurs, Griset utilise les notions de Schoenberg pour le contrepoint, oui, bien sûr, les Hauptstimme, Nebenstimme, oui, bien sûr. Oui, parce que c'est important qu'un instrumentiste sache, au-delà de la nuance qui est demandée, si sa partie devrait être prépondérante ou non.
Est-ce que là il y a marqué mezzo piano, mais est-ce que ce mezzo piano, ça fait de moi quelqu'un qu'on doit entendre en tant que soliste presque, si les autres sont très piano, ou même il peut y avoir des nuances contradictoires. Dans certains cas, on a un mezzo piano, par exemple dans un instrument très grave, qui sera entendu énormément parce qu'il est hors du spectre qui est joué par tous les autres instruments. Donc il va ressortir forcément, même s'il joue mezzo piano ou même piano, on va l'entendre. On a ça un moment où la sixième contrebasse, donc la dernière des contrebasses, commence sur un mi dans transitoire. Et lorsqu'elle entre, c'est vraiment la sixième contrebasse, l'orchestre joue vraiment, c'est très actif, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ce mi qui n'existe pas dans l'orchestre, lorsqu'il est joué par cette sixième contrebasse, vraiment ça s'entend, ça fait un effet incroyable, quoi. C'est vraiment une chose qui arrive et qu'on n'avait pas avant. Donc il joue beaucoup, Grisey avait une science de l'orchestre qui lui était donnée par évidemment cette attitude spectrale qu'il avait tout au long de selon ses propres termes, qu'il avait dans la composition de sa musique, mais qui faisait son orchestration est vraiment quelque chose de tout à fait étonnant et tout à fait à la fois efficace. J'aime pas beaucoup ce mot-là, mais quelquefois tout à fait confondante dans le résultat qu'elle donne.